Bonjour tout le monde, bienvenue au Top Études. Dans cette vidéo du cours d'audit interne, on va commencer la présentation du contrôle interne. On va voir des généralités sur le contrôle interne, les composantes du contrôle interne et les acteurs et les étapes de mise en œuvre du contrôle interne. Maintenant, on va traiter des généralités sur le contrôle interne. Donc, on va commencer par la définition du contrôle interne. Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le conseil d'administration, les dirigeants et le personnel d'une organisation destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs. Ça veut dire que le contrôle interne, on peut dire que c'est un ensemble des dispositifs, de moyens, de comportements et de procédures et d'actions adaptées aux caractéristiques propres de chaque société dans le but de maîtriser le fonctionnement des activités de l'entreprise et aussi pour réaliser pour permettre à l'entreprise de réaliser ses objectifs. Voilà. Les objectifs du contrôle interne. On a d'abord l'optimisation des opérations. Ça veut dire il faut optimiser les procédures, développer l'efficacité économique et améliorer les performances. On a aussi la fiabilité et l'intégrité des informations financières. C'est que les informations financières doivent être fiables, vérifiables, pertinentes et disponibles en interne et en externe, surtout pour les actionnaires. On a la conformité aux lois et réglementations en vigueur, c'est-à-dire qu'il faut respecter les règles et les dispositions législatives. Et ce qui est très important, c'est la sécurité et la protection du patrimoine. Il faut éviter la perte des ressources. Ça veut dire il faut sauvegarder au mieux les actifs confiés à chacun dans le cadre des responsabilités qui lui sont assignées. L'approche par cycle. On va présenter les principaux cycles. On a d'abord l'achat et fournisseurs, vente client, stock, paye personnel et les immobilisations. En ce qui concerne les achats fournisseurs, c'est que le système du contrôle interne doit permettre de s'assurer que, par exemple, que tous les achats de l'entreprise sont correctement autorisés et comptabilisés. Les achats comptabilisés correspondent à des dépenses réelles. Les dépenses sont faites dans l'intérêt de l'entreprise et conformément à son objet. Pour vente client, c'est que il faut s'assurer que tous les produits expédiés et services rendus sont facturés et enregistrés sur la bonne période. Les prix pratiqués sont dûment autorisés. Aussi, tous les risques de perte sont provisionnés. Pour les stocks, le système du contrôle interne doit permettre de s'assurer que les stocks sont correctement évalués et protégés. Les engagements hors bilan concernant les stocks sont correctement saisis. Pour paye personnel, les personnes figurant sur le livre de paye ont bien droit à leur rémunération. Le paiement des rémunérations se fait avec une sécurité et aussi les dispositions légales en matière de personnel sont respectées. Et pour les immobilisations, il faut s'assurer que toutes les immobilisations sont correctement autorisées et aussi enregistrées et évaluées. La protection des actifs est assurée et les engagements hors bilan concernant les immobilisations sont correctement saisis. Donc, on a essayé de donner juste des exemples, mais après on va détailler chaque cycle. Les ajouts d'un contrôle interne fort bien d'un système de contrôle interne performant. On doit avoir des risques bien identifiés, bien maîtrisés, une confiance accrue des investisseurs, une conformité avec la loi et les réglementations, la réduction du risque de perte, l'homogénéisation ou bien l'harmonisation des procédures, des décisions managériales optimisées, ça veut dire des décisions prises sur la base
d'une information de qualité. Alors, pour les risques d'un contrôle interne défaillant, alors on peut avoir des risques de fraude accrue, des états financiers faux, un impact négatif sur la valeur actionnariale, des sanctions des régulateurs, des procès, actions judiciaires et aussi des décisions managériales hasardeuses, c'est-à-dire des décisions qui ne sont pas prises d'une manière correcte. Alors, les principes du contrôle interne. D'abord, on a l'organisation. Alors, pour que le contrôle interne soit satisfaisant, il est essentiel que l'organisation de l'entreprise possède certaines caractéristiques. Alors, il doit être adapté, adaptable, vérifiable, formalisé et surtout, il doit comporter une séparation convenable des fonctions. Ça veut dire, on ne doit pas avoir un cumul des tâches pour un seul service. Alors, pour l'intégration, c'est que les procédures mises en place doivent permettre le fonctionnement d'un système d'autocontrôle mis en œuvre par des contrôles réciproques ou des moyens techniques appropriés. Alors, on a aussi la permanence. Alors, la permanence, c'est que la mise en place de l'organisation de l'entreprise et de son système de régulation suppose une certaine pérennité de ces systèmes. Alors, pour le principe d'indépendance, il implique que les objectifs du contrôle interne sont atteints indépendamment des méthodes, des procédés ou bien des moyens de l'entreprise. Alors, le principe d'universalité, signifie que le contrôle interne concerne toutes les personnes dans l'entreprise en tout temps et en tout lieu. Alors, l'information, le principe d'information, il doit répondre à certains critères tels que la pertinence, l'utilité, l'objectivité, la communicabilité, on peut ajouter aussi la vérifiabilité. Alors, et pour le principe d'harmonie, on entend par principe d'harmonie, c'est l'adéquation du contrôle interne aux caractéristiques de l'entreprise et de son environnement. Alors, les limites du contrôle interne. Alors, il y a des limites qui entravent la réalisation efficace du contrôle interne. Alors, ils peuvent être des limites par rapport aux facteurs humains, des contraintes financières ou bien des changements organisationnels. Alors, pour le facteur humain, dans la mesure où le contrôle interne repose sur le facteur humain, il est susceptible de pâtir d'erreurs de conception, de jugement ou d'interprétation, etc. Alors, pour les contraintes financières, il est souvent reproché du contrôle interne d'augmenter les charges de l'entreprise par l'embauche du personnel nouveau ou bien la réalisation d'investissements supplémentaires. Alors, ce sont juste des exemples. On a d'autres contraintes. Alors, pour les changements organisationnels, ils peuvent avoir un impact réel sur l'efficacité du contrôle interne et sur le personnel qui le met en œuvre. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire que la direction vérifie et actualise continuellement les contrôles et aussi il communique les changements au personnel et montre l'exemple en se conformant elle-même à ces contrôles. Dans la prochaine vidéo, on va continuer la présentation du contrôle interne. On va traiter les composantes du contrôle interne et aussi les acteurs et les étapes de mise en œuvre d'un très bon système de contrôle interne. Merci.